Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer la présentation de mon invité par une citation d'un penseur grec qui m'est cher, Plutarque. Il a écrit « L'harmonie du monde, ainsi que celle d'une lyre ou d'un arc, se compose de dissonances. Il en est ainsi des choses de ce monde, rien n'y est pur et sans mélange. Comme en musique, il y a des tons graves et des tons aigus, en grammaire des voyelles et des muettes, et que le musicien et le grammairien, se gardant bien de rejeter tel ou tel ton, telle ou telle lettre, savent s'en servir et les combiner pour leur art. De même, dans ce monde où tout est plein de contradictions, il ne faut pas se décourager des revers, ni renoncer à la lutte. Nous devons, comme le font les musiciens, harmoniser toujours les notes les plus basses avec les plus hautes et envelopper les mauvaises choses dans les bonnes pour faire de la vie un concert harmonieux qui nous satisfasse. J'ai voulu citer l'intégralité de ce passage car il s'applique parfaitement à Rabbi, que j'ai le privilège de recevoir. Rabbi est un mélange, comme l'évoque Plutarque, un mélange caractéristique de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un mélange tout d'abord d'origine. Née d'une mère espagnole, blanche, et d'un père malien, noir, elle a grandi au contact des religions musulmanes et chrétiennes. Un mélange de culture aussi. Élevée dans la cité des 4000, à la Courneuve, elle a pourtant grandi en écoutant Édith Piaf ou Renaud. Mais Rabbi est surtout un mélange de fragilité, de blessures, de courage et de force. Victime de la pauvreté, de l'excision, de l'inceste, Rabbi a connu l'adversité la plus violente. Elle en a souffert, elle en souffre encore, et elle a gardé une fragilité indélébile. Mais Rabbi a trouvé la force en elle de dépasser ses douleurs, d'apaiser ses plaies pour avancer. Son amour de la vie était si grand qu'elle est non seulement parvenue à s'en sortir, comme on dit trivialement, mais plus encore. Aujourd'hui, elle construit une œuvre à partir de son vécu. Maintenant, elle est une artiste. Et c'est pas n'importe quelle artiste, c'est une artiste engagée, qui ne fermera jamais les yeux sur ce qu'elle a vécu et se battra sans relâche pour l'éviter aux autres. C'est notamment son combat contre l'excision. Alors je vous préviens, vous allez vivre cet épisode comme on peut vivre un combat de boxe. On prend des coups et on n'a pas le temps de reprendre son souffle. On ne sait pas toujours d'où viennent les coups et on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive. Rabbi, qui est elle-même boxeuse, ne vous laissera pas respirer, vous déstabilisera, peut-être même qu'elle va vous choquer. Mais une chose est sûre, vous n'en sortirez pas indemne. Absorbez son énergie et sa force et vous allez affronter, je peux vous l'assurer, 2022 sans sourciller. Bonjour Rabbi. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode de Fortitude. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Pour ceux qui nous écoutent, on s'est rencontrés, nous aussi. Tu n'es pas la première invitée pour qui ça arrive, mais on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux. Tout à fait. Et donc, j'ai découvert ton univers, qui est un univers pas que, mais aujourd'hui assez essentiellement musical. Puisque tu es chanteuse, travailles sur un certain nombre, je ne crois pas que ce soit un secret d'ailleurs. Non, pas du tout, au contraire. Sur un album, voilà, Oui, qui va sortir prochainement. Je te propose que tu nous racontes un peu ton parcours. Né d'un père malien et d'une mère espagnole, tu as grandi dans la cité des 4000 à la Courneuve. Donc ton père, mais je vais te laisser la parole, mais ton père est un réfugié malien. Tout à fait. Il est arrivé en France relativement tard, parce qu'il avait déjà une fille au Mali. Tout à fait. Une famille, pardon, au Mali. Tout à fait. Et il est arrivé en France et là, il a eu cette phrase que tu m'as racontée que je trouve assez dingue. Il est monté dans un taxi et là, il a dit, il avait bien évidemment aucune idée d'où il allait, où il pouvait aller, où il devait aller. Et il dit au chauffeur, emmenez-moi là où il y a des Noirs. Exactement. Exactement. Emmenez-moi là où il y a des Noirs. Il est effectivement arrivé à l'âge de 18 ans. À la base, mon père en Afrique était destiné à être un grand marabout parce que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement instruit et de très charismatique. Donc, il avait destiné à cela. Mais mon père, voyant que certaines personnes revenaient de France avec des liasses de billets, il s'est dit non, 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 ma famille meurt de faim. Nous n'avons rien à manger, les enfants meurent, il faut que j'aille chercher de l'argent en France. Et il est parti. Et effectivement, arrivé ici, il est monté dans un taxi et il a dit « Emmenez-moi, il y a des Noirs ».
Bien entendu, il a pris un taxi noir en pensant que celui-ci parlerait africain, ce qui n'était absolument pas le cas, c'était un entier. Euh, il l'a emmené dans un foyer de jeunes Africains, c'était, je crois, 6 ou 7, dans une chambre de 8 mètres carrés. Et voilà comment sa vie a commencé en France. Et il a trouvé du travail dans une usine. C'est commencé sa vie ici avec une femme et 2 enfants. Et puis il en a eu encore 2 parce qu'au Mali, c'est quand même relativement facile de faire des enfants. Donc en 2 années, 2 enfants sont nés, puis 3 enfants sont nés. Donc il s'est retrouvé avec sa femme et 5 enfants ici à La Courneuve. Et de là, il a rencontré ma mère à l'usine. Ce qui a été, je pense, pour lui la plus belle chose qui ait pu lui arriver, parce que pour la première fois, il a aimé réellement. On ne lui a pas imposé une femme, on ne lui a pas imposé l'amour. Je pense qu'il ne savait même pas que ces sentiments pouvaient exister. Ça lui est tombé dessus. Et ils se sont aimés. Ils ont, malgré le fait que mon père soit marié religieusement, donc pas officiellement, mais religieusement, ils ont eu des rapports sexuels. Et à partir de là, il y a un problème parce que mon père a eu la culpabilité déjà d'être avec une femme blanche parce qu'il savait pertinemment que ma famille ne comprendrait pas, que mon grand-père ne l'avait pas envoyé en France pour ça. Euh, donc il culpabilisait, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il était red dingue de ma mère. Ils se sont aimés. Là, il a renvoyé sa femme et ses enfants et les derniers enfants qu'il avait en Afrique. C'est à partir de là qu'il y a eu l'échange avec ma mère d'enfants, parce que ma mère était enceinte, donc, et comme elle était enceinte hors mariage, donc de ma sœur, elle était enceinte hors mariage, c'était pas possible, c'était pas imaginable. Donc mon père a envoyé sa femme qu'il avait actuellement, il l'a envoyée en Afrique, au Bled. Et puis la petite fille, elle avait une petite fille d'1 an qui était asthmatique, qui n'aurait pas supporté de partir. Elle l'a mis dans les bras de ma mère. Ma mère a accouché de ma sœur, qui avait donc 2 mois, et elle l'a mis dans les bras de cette femme, et chacune sont parties de leur côté. Donc, ta sœur aînée qui repart avec lui, Avec elle, sa belle-mère, avec sa belle-mère, exactement. et sa fille à elle qui reste avec ta mère. Exactement. Euh, donc, oui, quand on parle de famille recomposée, là, On est au-delà de la recomposition. Ouais, là, c'est un certain niveau. On dit ça avec humour, mais bien évidemment, c'est des choses qui sont pas simples. Et donc, quand est-ce que toi, tu arrives? Eh ben, j'arrive juste là. De cet amour, du seul amour que mon père avait vécu, du seul amour que ma mère avait vécu. Je suis née de cet amour, et sur cette première année d'union qui a été juste pour eux la première fois de leur vie qu'ils aiment et qu'ils sont heureux, juste qu'ils sont heureux. Ma mère n'a jamais été heureuse, mon père non plus, et c'était la première fois qu'ils étaient amoureux et heureux. Donc, je te laisse imaginer à quel point, mais ces 2-3 premières années ont été les plus belles années que j'ai pu vivre, parce que j'ai eu énormément d'amour, beaucoup de rire. C'était une grande famille, c'était le démarrage, c'était le début. Tout le monde apprenait à se découvrir. Ça n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup d'amour dans ces 2 premières années. Du coup, tu grandis dans cette famille-là, mais forcément, on peut imaginer que une si grande famille, autant d'enfants, avec des parents ouvriers, c'est pas évident, et qu'il y a un moment, les choses deviennent compliquées. Et Exactement. ce que tu m'as raconté, c'est que voilà, tu as eu une enfance difficile où Exactement. Exactement. C'était mes 2 parents travaillaient à l'usine, donc c'était très très difficile d'avoir. Déjà, les gens s'en sortent difficilement avec un enfant ou 2 enfants. Alors, je te laisse imaginer 2 ouvriers avec 13 enfants. À quel point c'est compliqué. On allait faire les courses. Mon père achetait du riz pour les chiens, des brisures de riz. Et c'est ce dont on avait le droit tous les jours. Le matin, pour manger, au petit déjeuner, on avait quand même de la chance d'avoir du pain, mais c'était avec de l'eau et du chocolat. On n'avait pas les moyens d'avoir du lait. On n'avait jamais de viande, jamais de gâteau, jamais de bonbons. Je me souviens que à chaque Noël, mon père nous asseyait en ligne et nous donnait une poignée de raisins secs et un morceau de fruits. Et
je me souviens d'une fois les avoir gardés tellement longtemps qu'ils ont pourri et des asticots sont arrivés parce que c'était pour moi un cadeau extraordinaire. C'était formidable d'avoir ça. Et c'était. Voilà, donc je les ai convertis. Donc on avait faim. On avait faim. Je n'ai pas eu réellement, moi, à en souffrir parce que j'étais jeune et que les enfants, les tout petits, tant que tu n'as pas l'âge réellement de pouvoir, entre guillemets, te débrouiller tout seul, à partir du moment où tu peux sortir dehors tout seul, c'est que là, tu te débrouilles tout seul et à partir de là, la vie commence à être difficile. Au cours de ta jeunesse, tu Oui. découvres la musique. On a eu l'occasion d'en parler. Moi, je suis un fervent défenseur de la nuance. Oui. J'ai horreur qu'on mette les gens dans des cases. Et ben justement, si on parle de musique, si on parle de la cité des 4000, si on parle d'une jeune fille qui grandit en banlieue, forcément, tout le monde va se dire, bah, elle aime le rap. Bon. Exactement. Voilà, elle écoute NTM, voilà, c'est ça la banlieue. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est vrai que du coup, à ces moments-là, moi, je commençais à peu près un peu à rentrer dans la petite adolescence et j'ai commencé à avoir des amis. Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que toute ma vie, j'allais être jugée par rapport à ma mixité, que toute ma vie, on allait m'imposer un choix, que toute ma vie, on me demanderait de choisir par rapport à ce qu'on voit ou par rapport à ce qu'on a envie de voir. C'est là que je m'en suis rendu compte parce que j'avais des amis antillais et des amis africains ou des amis français et que régulièrement, on m'a mis devant le fait accompli et on m'a demandé de choisir. Tu choisis, t'es avec qui? T'es avec les Blancs? Tu choisis. T'es avec les Noirs? T'es avec les Africains? T'es avec les Antillais? Qui tu es? Et c'est la même chose pour la musique. Tu aimes le rap? Tu aimes le zouk? Je n'ai aucune critique à faire sur le rap, surtout NTM ou en tout cas Joey Starr, qui est pour moi un immense artiste que je respecte énormément et puis qui vient de la même cité que moi, etc. Maintenant, ce n'est absolument pas mon univers et à l'époque, ce n'était absolument pas mon univers. Ma mère écoutait Edith Piaf, ma mère écoutait l'accordéon, elle était red dingue d'accordéon. J'ai été élevée à ça, à Barbara, à Aznavour. J'ai été élevée à la chanson française, à l'accordéon, au bal musette. Et moi, j'étais complètement red dingue de Renaud, j'étais complètement red dingue d'Edith Piaf, d'Aznavour. J'ai été élevée à ça. Et c'est vrai que on ne peut pas l'avouer. On ne peut pas l'avouer parce que ce n'est pas compris. C'est-à-dire qu'on ne va absolument pas, on va pas comprendre. Personnellement, je trouvais que c'était extrêmement violent. Et moi, je partais du principe que écouter une chanson d'Aznavour ou d'Edith Piaf ou voire de Renaud me donnait la pêche, ce que eux ne comprenaient absolument pas parce qu'ils trouvaient que ma musique était complètement déprimante. Donc, à force de combat pour exprimer qui je suis et pourquoi j'aime la chanson française, j'ai fini par me taire et j'ai fini par écouter ce genre de musique en cachette. J'en parlais à personne. Je mettais Barbara, je mettais Edith Piaf. Edith Piaf, c'est ma vie. Edith Piaf m'a permis encore une fois, c'est une phrase que vous allez peut-être beaucoup entendre, mais d'être encore vivante aujourd'hui. Parce que c'est une grande dame. Je ne me comparerai absolument jamais à elle parce qu'elle est incroyable. Mais en tout cas, entendre sa vie, entendre ce qu'elle a vécu, m'a toujours permis de me relever, de me dire, allez, quoi, si elle a réussi, toi, tu peux y arriver. Alors, relève la tête et vas-y et avance. Et voilà, ce que je ne ressentais absolument pas dans le rap ou dans d'autres choses. Aujourd'hui, a posteriori, je finis par découvrir les univers, encore une fois, j'en reparle, de NTM, j'écoute les textes et je me dis que finalement, j'aurais peut-être dû tendre l'oreille un petit peu plus parce que les textes sont dingues. Les textes sont parlants, criants de vérité et voilà. Mais je pense que c'était l'accroche, la façon de nous parler. Je trouvais que ça criait, je trouvais que c'était agressif et je ne le supportais pas. Donc voilà, je découvre la musique à cette époque-là en fait et je décide à cette époque-là, malgré tout, malgré ce que les gens peuvent penser ou m'imposer, je décide que j'aime la chanson française et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de n'être ni noire ni blanche, d'être métisse. Je n'ai décidé ni d'aimer le rap parce qu'on me l'impose, mais d'aimer la chanson française. Je n'ai décidé d'être ni musulmane ni chrétienne, d'être les deux. J'ai été au catéchisme, j'ai fait ma communion, ma profession de foi, et j'ai été à la mosquée avec mon père. J'ai prié.
j'ai fait les 2 et si c'était à refaire aujourd'hui, je recommencerais. Je suis les 2. Je suis issue de ce mélange, j'en suis fière et je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis les 2. Ce que tu viens d'expliquer et ton témoignage, devrait amener, certains à réfléchir et à reconsidérer leur vision des choses parce que, dans certains débats publics qu'on entend aujourd'hui, si on évoquait, cette petite fille qui, cachée dans sa chambre, à La Courneuve, écoute secrètement Édith Piaf, Mmh. et qu'ensuite on vienne lui renier un héritage culturel, français parce qu'elle est à La Courneuve et que son père est malien, heu, Exactement. bah, on est à côté de la plaque. Tu Oui, découvres la musique, cette qui forme en quelque sorte une bouée de sauvetage, en tout cas, qui exactement, ouvre des horizons, qui te donne une énergie, vitale parce exactement. que et heureusement puisque tu vas en avoir besoin puisque les choses deviennent très, très, très compliquées à la maison. Tu es dans une famille où, bah, il y a finalement, 2 femmes, heu, Ouais, 2 mères qui se côtoient. ouais. On imagine bien que c'est pas simple Mmh. et là, l'alcool, fait un peu son entrée dans la famille avec, Ouais. tous les ravages que ça peut provoquer. Parce que ces 2 femmes, ne se supportaient pas. Ces 2 femmes, se sont, pardonne-moi l'expression, mais mis sur la gueule régulièrement. C'est à partir de là que ça a commencé à se compliquer. Et que oui, ma mère s'est réfugiée dans l'alcool et elle était tachycarde, elle était assez malade, assez nerveuse, beaucoup de crises de tétanie. Elle buvait de plus en plus. Tout le monde se criait dessus de plus en plus. Les enfants ne se supportaient pas. Ça commençait réellement à être vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Et c'est là que j'ai réellement mon premier véritable premier souvenir de vie, où à un moment donné, je décide, je ne sais pourquoi, je devais avoir 6 ans, 7 ans, de tout faire pour rendre ma mère heureuse parce que je ne voulais plus jamais la voir pleurer. Et alors quelque temps après, ta mère décide de quitter ton père Exactement, ma mère décide de quitter mon père quelque temps après parce que ça devenait invivable et encore une fois, on a tout recommencé. Ma mère a pris un nouvel appartement. et recommence sa vie tant bien que mal. Exactement, Et on continue à travailler, continue à à vous élever, exactement. avec les moyens du bord Ouais. et puis elle rencontre un autre homme. Elle, voilà, elle passait un petit peu pratiquement toutes ses soirées dans les bars. Nous étions seuls à la maison, ce qui ne posait absolument pas de problème. On avait l'habitude. Et un soir, elle rencontre un homme, au bar. Il lui explique qu'il ne sait pas où dormir parce qu'il est sorti de prison, il y a 2 heures. Elle lui dit: «Bah, viens à la maison». Et donc elle l'a ramené à la maison et cet homme deviendra mon beau-père. Un homme vraiment gentil, a rendu le sourire à ma mère, nous a enfin rendues heureuses et du coup, je me suis réellement attachée à cet homme et une fois à un moment donné, une fois, je me suis réveillée, j'ai dit à ma mère: «Est-ce que je peux l'appeler papa?» Elle m'a dit: «Oui, bien sûr, tu peux l'appeler papa». Donc je l'ai appelé papa. Jusque-là, c'était vraiment très beau, ça fait 2 ans qu'on était ensemble, qu'il était avec ma mère, ça a été le bonheur, hem et je l'aimais tellement que j'ai voulu dormir avec lui et à partir de là, les choses ont commencé à se gâter, parce que vis l'inceste de cet homme, sans savoir que je subissais l'inceste. Je ne savais absolument pas ce qui m'arrivait, j'étais trop jeune. Je recevais quelque chose, je ne savais pas ce que c'était. Je recevais des choses, heu, aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi de vous parler de ça, mais j'ai très envie d'en parler. C'est quelque chose dont je n'ai pas parlé et c'est quelque chose qui me bouffe de l'intérieur. J'ai besoin d'en parler, et merci de me le permettre. La seule chose dont je me souviens de ces périodes-là, c'est, qu'il me disait: Tu vas avoir 10 francs pour acheter des bonbons, si tu te tais, ne parle pas, ne dis rien, ça va aller vite, ça va passer». Il était toujours très, très doux, très chaleureux, très gentil. Je me souviens d'une moustache mouillée, je me souviens que je ne comprenais pas ce qui se passait entre mes jambes, je ne comprenais pas, heu et ça a duré pendant quelques années parce que je ne savais pas ce qui s'est passé, ce qui se passait. Et la raison pour laquelle je ne savais pas ce qui se passait et la raison pour laquelle aujourd'hui je suis pas complètement détruite, c'est que, j'ai malheureusement ou encore une fois le paradoxe de ma vie, heureusement, été, victime d'excision quand j'étais jeune
Mon père m'a excisée à l'âge de 6 mois. À l'époque, j'étais pas au courant, je savais pas. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle je ne comprenais pas ce qui se passait parce que je ne ressentais rien. Ce qu'il faisait était à l'extérieur. Jamais il n'a été jusqu'à la pénétration. Je ne comprenais pas. J'attendais juste que ça se passe. Euh, et j'aimais ce beau-père. Je ne voulais pas le décevoir. Je ne voulais pas qu'il parte parce que ma mère était heureuse pour la première fois de sa vie avec lui et je ne voulais pas qu'il parte. Je ne voulais pas qu'elle soit malheureuse. Je ne voulais pas la revoir à nouveau malheureuse. Et euh, alors, je laissais faire. Je l'ai laissé faire pendant des années. Et j'ai grandi autour de ça avec cette souffrance que j'avais en moi, mais ma mère toujours heureuse. Je suis pas persuadée qu'elle était pas au courant. Je peux pas vous dire qu'elle était pas au courant euh, parce que il avait fait des propositions à ma grande sœur qui est partie juste après, et elle l'a dit à ma mère. Et ma mère lui a dit tu es jalouse. Euh, c'est pas vrai ce que tu dis. Donc, je peux pas m'imaginer autre chose que une mère, sa grande fille de 18 ans lui dit que son mari lui a fait des propositions, elle protège ses enfants en bas âge, qu'elle a encore, ça lui met la puce à l'oreille. Je ne peux pas m'imaginer que pour elle, ce n'était pas vrai. En tout cas, ma sœur est partie. Et nous, on est restés, et nous, on a subi ça pendant des années. Quand tu dis nous, c'est ton autre sœur C'est ça, c'est mon autre sœur. Moi et mon autre sœur qui en a été victime également. qui en a été victime également, tout à fait. Ma sœur et moi ne s'en sommes jamais vraiment parlé parce que c'était vraiment trop douloureux pour s'en parler. Voilà, tout ce que je sais, c'est que pendant des années, ça a été une souffrance qui nous a fait être très, très violente envers lui, envers le monde, envers les gens. Moi, à l'époque, j'ai commencé à rentrer dans une bande de filles très violentes qui allaient à l'école avec des armes. J'ai commencé à arrêter de bosser à l'école. Euh, j'ai commencé à avancer dans le mal. Et ça, c'était pour aller mieux et c'était pour ressortir cette violence que j'avais parce que je pouvais rien lui donner à lui. Je pouvais rien lui dire. Je protégeais ma mère. Euh, et puis, ça a été jusqu'au moment où un matin, ma sœur s'est réveillée encore une fois en larmes, en disant il était au-dessus de moi quand je me suis réveillée, il était là au-dessus. Et là, je me suis mis face à lui. Je lui ai dit écoute-moi bien, c'est la dernière fois que tu nous touches. Euh, la prochaine fois que tu nous touches, que tu nous poses une main sur nous, que tu essaies quoi que ce soit, je vais voir la police. Tu as fait de la prison, tu finiras tes jours en prison, plus jamais tu recommences. Il n'a plus jamais recommencé directement. Il a eu peur, il a eu très peur que je le dénonce. Et à partir de là, on a commencé à pouvoir un petit peu vivre, un petit peu commencer à vivre. Mais toutes ces choses-là étaient à l'intérieur, toutes ces choses-là étaient en nous. Et j'avais une espèce de haine envers le monde, envers les gens, envers la vie. Et c'est à partir de là que la musique m'a sauvée. C'est là qu'Edith Piaf m'a sauvé la vie. J'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle. C'est ce qui me permettait d'aller bosser, c'est ce qui me permettait d'aller à l'école le matin. C'est ce qui m'a permis de survivre, la chanson française, la musique française. Et je me souviens qu'à l'époque, je rêvais. Mon instrument préféré est le piano. Je rêvais de jouer au piano. Et je me souviens que j'allais devant le conservatoire à la Courneuve et je regardais les enfants sortir avec leurs parents qui venaient les chercher, qui leur donnaient des gâteaux. C'était le goûter. Moi, j'étais là avec un vieux sac dehors. Je savais qu'il fallait que je rentre pour faire le ménage si je voulais pas me prendre une rousse par ma mère quand elle rentrerait du travail bourrée. Et je disais qu'ils ont de la chance, ces gamins, et puis ils font de la musique, et puis ils font du piano. Et c'est mon rêve, et c'est mon rêve. Un jour, tu te dis, moi, la complainte des banlieues, notre vie, elle est trop dure, on n'a rien pour nous, on nous aide pas, et cetera. C'est toi qui me l'as dit, hein. Oui, Je te cite. oui, C'est oui, tout à évidemment fait. pas moi qui le dirais, mais tu m'as dit: «Moi, tous ces gens qui se plaignent de la banlieue, ça me gonfle». Donc, Oui, en somme, un jour, tu t'es réveillé, tu t'es dit: «OK, bah, je vais faire mes CV, puis je vais oui, frapper à toutes les portes, puis je vais oui. trouver du boulot, puis je vais m'en sortir, en fait». Exactement, exactement. Bah, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai décidé
de faire mes CV. Alors, il y a des choses qu'il faut reconnaître dans la banlieue, c'est qu'il y a des MJC, il y a plein de choses formidables, et que aide-toi, le ciel t'aidera. C'est une phrase que je répète souvent. À partir du moment où tu t'aides pas, où tu décides pas de te lever le matin, de te mettre un coup de pied au cul, personne ne le fera pour toi, et que c'est bien facile de se plaindre, c'est bien facile de dire c'est très dur, mais qu'est-ce que tu fais toi pour t'aider toi? Et donc voilà, j'ai décidé de me refaire mes CV, j'ai décidé de m'habiller, j'ai décidé de monter sur Paris, de frapper à toutes les portes et de chercher du travail. Et j'ai trouvé mon premier travail dans la taxe d'apprentissage. J'étais secrétaire. Je me souviens de cette femme qui m'a donné la chance de travailler. Euh, Elle m'a dit, j'ai eu énormément de femmes qui sont venues euh, pour faire pour ce poste. Elles avaient toutes un sac Chanel, elles avaient toutes une espèce d'attitude supérieure. Je me suis dit, elles n'ont pas réellement besoin de ce travail. Toi, tu es arrivé avec beaucoup d'humilité, beaucoup de gentillesse. Je sentais que tu en as réellement envie et j'ai décidé de te donner ta chance. Et une fois qu'elle m'a formée, elle est partie. J'ai pris sa place, assistante de direction. Voilà, et ça a été la première chose que j'ai réussi, qui m'a fait me dire, il suffit de le vouloir. Quand on le veut fortement, quand on donne tout pour réussir, on y arrive. Après, mon seul petit souci, entre guillemets, c'est que j'ai un petit problème, c'est que j'aime aller au bout des choses et qu'à partir du moment où je m'ennuie, je décide de passer à autre chose. Donc j'ai été voir mon patron et je lui ai dit, je démissionne. Et j'ai décidé le lendemain de me présenter dans une salle de sport. Et je leur ai dit: «Bonjour, je suis prof de sport». Ils m'ont dit: «Ah bon? On cherche des profs, formidable. Qu'est-ce que vous savez faire? Bah, allez-y, faites un test». Et j'ai fait un cours de danse mélangé fitness. Il a fini par m'embaucher. Contrepartie: «Tu as aucun diplôme?» Je lui ai dit: «Non». Il me dit: «C'est pas grave, on va y passer». Il m'a permis donc de passer mes diplômes. Et puis voilà, et donc j'ai été prof de sport, dans un premier temps. Ensuite, j'ai été responsable des profs de sport. Ensuite, j'ai été responsable des profs de sport dans toutes les salles avec la même enseigne. Et encore une fois, j'ai tout plaqué. Donc, j'ai décidé de passer aux cours Florent, d'essayer les cours Florent. Je me suis vautrée 2-3 fois, hein. Je me suis rendu compte que j'avais absolument raté tous les cours de théâtre à l'époque et que j'avais une allocution qui était vraiment moindre. J'ai bossé comme une dingue. Nuit et jour, j'ai fini par réussir à rentrer au cours Florent. Donc, j'ai appris beaucoup. J'ai appris à être humble, j'ai appris à accepter la critique, appris à prendre la critique, à prendre le meilleur de la critique et à avancer avec. Et ce qui m'a mis à 100% là, à ce moment-là dans la musique, c'est que dans les cours Florent, j'ai pris une option comédie musicale où j'ai joué Anita, West Side Story. Et j'ai vraiment pris un vrai plaisir à danser et à chanter. Et c'est à ce moment-là que je rencontre Pierre Grillet, qui est un grand auteur, l'un des derniers encore vivants de notre époque. Il a écrit Madame Rêve d'Alain Bachung, C'est la Watt, Je suis de bonne humeur ce matin, il en a écrit. Et qu'il me rencontre, et puis finalement, il est venu me voir sur scène, danser West Side Story. Et on a commencé comme ça. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à bosser, on a commencé à faire de la musique. On a commencé déjà dans un premier temps par faire un album de reprise. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un talent et un potentiel de vie. C'est-à-dire qu'on pouvait écrire des choses par rapport à un vécu que j'avais pu avoir. On s'est rendu compte que j'avais des choses à dire, que j'avais des choses à raconter, que j'avais surtout une belle leçon de vie à donner, à raconter. En fait, que je me lamentais pas sur ce qui m'est arrivé, mais j'avais juste envie de donner de l'espoir. Et donc, on a commencé à écrire un album euh, sur ma vie. Aujourd'hui, on a une vingtaine de chansons et j'ai décidé de me mettre au piano. Alors là, tout le monde m'a dit, mais t'es complètement folle, t'y arriveras jamais. Le solfège, ça s'apprend très jeune, tu n'en as jamais fait. C'était mon rêve et j'y étais. Euh, et mon dernier showcase, il y a un an, j'étais au piano et j'ai fait un showcase entier, moi, au piano. Et ça, c'est, je crois, la plus grande fierté de ma vie. Et je reviens sur ces moments où j'étais devant le conservatoire en me disant, mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance, mais qu'est-ce que je rêverais de jouer au piano. Aujourd'hui, je joue au piano. Alors, je dis pas que ça a été facile, hein. Ça a été des 8 heures par jour au piano, non-stop, pendant plusieurs années. J'ai eu la chance à ce moment-là, ou la malchance de travailler, de ne pas travailler, ou de travailler que très peu, de faire surtout de la musique.
d'avoir la chance de faire mon album et du coup de faire du piano toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. La multiplicité de tes expériences, de tes challenges, de tes tentatives, de tes succès, de tes apprentissages, t'honore. Ouais, Moi, ça me suscite une réflexion. ouais, C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des femmes, on parle beaucoup de l'égalité homme-femme, on parle beaucoup du statut des femmes dans la société, on parle beaucoup du voilà, est-ce que notre société est patriarcale? Est-ce qu'on empêche les femmes d'évoluer, et cetera? Et ouais, ces débats-là sont nécessaires parce qu'il y a des choses qu'il faut faire bien évidemment évoluer. Il y a encore des progrès à réaliser. Ce que je trouve dommage, c'est que très souvent, ces discours tournent autour d'une idée de victimisation, ouais, dans le sens où les femmes seraient finalement d'une relative faiblesse. ouais. Il faudrait donc les protéger, Mmh. il faudrait donc les aider à s'émanciper. Et je trouve qu'il y a un peu un ver dans le fruit. Alors je sais, je vais pas plaire à tout le monde en disant ça, Mmh. c'est peut-être pas politiquement correct, mais il y a un peu un ver dans le fruit. C'est-à-dire que je trouve que la première manière finalement de ne pas aider les femmes, c'est d'être condescendant avec elles Mmh. et de considérer que finalement elles ont pas la force, elles n'auraient pas la force, d'abattre, certains des obstacles ou qui se présentent devant elles et quand on écoute ce que tu as subi, ce que tu as traversé, ce que tu as surmonté. Moi, c'est des parcours comme ça et c'est des messages comme ça que j'ai envie qu'on entende. Parce qu'ils prouvent par les actes qu'il y a pas de débat à avoir sur la force qu'ont les femmes. Tout à fait. Alors ça, c'est Moi, certain. personnellement, je pense que les femmes sont plus fortes que les hommes à certains égards. D Enfin voilà, j'ai la chance d'avoir 3 enfants et je sais à quel point, c'est déjà une démonstration de force, de courage et de Mmh. sacrifice pour une femme d'être mère. Ah oui. Hem, et c'est déjà ça ne nous place pas au même niveau, mais voilà, tout ça pour dire que moi, je t'ai écouté, je te réécoute aujourd'hui et je suis admiratif. J'en ai la gorge nouée par cette force morale, par cette, énergie de vie, par cette capacité à se dépasser, à dépasser justement le statut de victime, Ouais. de dépasser le comment dire? Tu aurais pu t'enfermer sur ce que tu avais subi, être violente comme tu l'as suggéré à un moment, comme tu as failli Ouais. prendre ce virage, à être, Ouais. aigrie, à en Oui. vouloir à la terre entière, mais Oui. ça t'aurait pas sauvé. Jamais, jamais regretté ce qui m'est arrivé. J'ai toujours souhaité en faire une force et aujourd'hui, je le dis encore tous les jours, si j'avais dû, si j'avais quelque chose à refaire dans ma vie, s'il y avait quelque chose à changer, je ne changerais rien, je ne ferais rien. Je veux je veux que ce qui m'est arrivé dans ma vie, je ne voudrais absolument pas que la moindre de ces choses ne se reproduise pas parce que c'est qui je suis aujourd'hui. C'est grâce à toutes ces malheurs, ces souffrances, ces difficultés que je suis qui je suis aujourd'hui. Pour te donner un exemple, si je peux rebondir, j'ai appris quelques années après, en plein milieu de tout ce boxon, j'ai appris que j'avais été excisée à l'âge de 6 mois. Euh, et je me suis rendu compte a posteriori que la raison pour laquelle j'allais bien aujourd'hui, suite à l'atrocité que j'ai pu vivre de l'inceste, c'est parce que je n'avais pas la culpabilité d'avoir ressenti du plaisir pendant les attouchements sexuels. Regarde où on en est. Vois où je t'emmène, Nicolas. Vois à quel point la vie est d'une complexité incroyable et incroyablement magnifique. Si je n'avais pas été excisée, j'aurais ressenti du plaisir pendant les attouchements de mon beau-père, ce qui m'aurait complètement fracassée. Je pourrais très bien être quelqu'un de totalement aigri, qui déteste les gens, qui ne veut rien faire, mais j'ai décidé de prendre le meilleur côté de chacune de ces situations et d'avancer. Et je suis quelqu'un d'extrêmement positif, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime les gens, qui aime aimer. Et c'est très difficile parfois parce que les gens trouvent que je me, je me révèle rapidement, que je dis rapidement les choses, que je dis rapidement je t'aime, que je dis rapidement ce que je pense, que je... Oui, mais je m'en fiche en fait qu'on puisse penser ça parce que
pour moi, c'est la raison pour laquelle je me suis sortie de toutes ces épreuves. C'est que j'ai décidé à un moment donné, d'aimer la vie plus que tout et d'aimer les gens. Et quand on vit sans haine, on peut on peut vivre, on peut survivre, on peut avancer. J'ai toujours décidé d'enlever la haine que j'avais au plus profond de moi, d'avoir de la compassion pour en revenir à mon beau-père, à cet homme. Je n'ai pas la force de porter plainte, je n'ai pas la force, d'aller devant les tribunaux. J'ai beaucoup réfléchi après notre premier entretien où tu m'as dit tout ça Oui, et c'est vrai que dans les premiers jours, j'ai eu du mal à comprendre ouais, ce que je tu sais. viens d'expliquer là. Leur avocat, Oui, et puis aujourd'hui, on est tous beaucoup plus sensibilisés à ces oui, sujets que ne pouvaient l'être, les générations de nos parents ou de nos grands-parents. oui, Il y a plus d'affaires dont on entend parler, il y a moins de non-dits. Je suis oui, moi-même père, bref, je vais être très cash, hein. Je me suis oui, dit: «Oui, mais ce silence-là est dangereux» et donc j'ai eu oui, du mal à parvenir à te comprendre et en oui, fait je me suis fait la réflexion suivante qui n'engage que moi, bien évidemment, mais j'ai envie de me redresser un peu à tes côtés, à dire que je comprends ce que tu viens de dire, que je comprends ta décision, de ne pas avoir porté plainte et pourquoi je le comprends? Parce que c'est pas à toi de le faire. oui, Ce n'est pas nécessairement à toi de le faire. Moi, ce que je me dis, c'est que ça peut pas être on peut pas exiger. Soit elle le fait, soit elle le fait pas. mmh, Et si elle le fait pas, on peut pas exiger d'une victime mmh, qu'elle passe par cette nouvelle douleur-là, par cette nouvelle épreuve-là. Et le 1er responsable, c'est lui. exactement. Ensuite, il y a bien évidemment les adultes qui pouvaient être Oui, autour, ta mère, heu, oui, est-ce qu'elle aurait dû? Est-ce qu'elle savait? Est-ce qu'elle aurait peu importe, on n'est pas là pour refaire l'histoire, mais je donne ces exemples-là pour dire: «Non, on ne peut oui, pas aujourd'hui exiger». Si tu en as pas la force, si tu en as pas l'envie, ça ne on ne peut jamais exiger d'une victime qu'elle fasse ce travail-là et que c'est à nous tous, dans nos environnements à tous, dans nos familles à tous, là où on évolue, bah, si on a un doute, si on a des interrogations, c'est à nous de faire ce qu'il faut, exactement, d'interroger, de regarder, de surveiller, exactement, d'être vigilant. C'est une responsabilité qui est collective exactement. et c'est sûr qu'aujourd'hui, ta vie, elle est faite d'une certaine manière, les années ont passé, tu es une adulte, heu et donc on pourrait, te dire: «Mais attends, tu peux pas faire ça, tu peux pas rester, inactive, silencieuse, ne pas porter plainte». Non, pour moi, quand je t'écoute, j'écoute aussi la petite fille. Ouais, Hem et tu sais quand on fait de la psychologie ou, quand on fait de l'hypnose et cetera, on découvre qu'on a tous, enfin, beaucoup d'entre nous, on a un enfant intérieur qui est en fait une reproduction de ce qu'on est et en fait, qui est nous-mêmes, mais arrêté à l'âge de l'enfance. Alors, ouais, il peut être arrêté à des âges différents en fonction de nos vies, mais pourquoi je parle de ça? Parce que le temps n'est pas cette chose, absolument carrée, et définitive. On a une superposition de nos vies, de notre vie à l'âge de 5 ans, de notre vie à l'âge de 8 ans, de notre vie à l'âge de 40. On est une superposition, de tout ça et que quand je t'écoute, j'entends aussi la petite fille ouais, et que cette petite fille-là, on ne peut pas lui exiger si elle ne le souhaite pas, si elle n'est pas prête à le faire, heu, d'aller jusque-là. Tu as beaucoup insisté, tu as beaucoup répété le fait que tu comprenais pas ce qui ouais, se passait. C'est normal, tu es une enfant ouais, et c'est là où la responsabilité des adultes, elle est considérable. Les enfants ne sont pas armés. tout à Ils ne fait. sont pas armés pour comprendre, pour savoir et ils sont tellement malléables et parfois, ils donnent tellement leur confiance aux adultes que c'est à chacun d'entre nous d'être vigilant. Aujourd'hui, on nous demande à tous, à juste titre, d'être vigilant quand on prend le métro Mmh, et de surveiller les comportements, si quelqu'un laisse son sac et cetera et c'est normal, on a tous une responsabilité de nous protéger les uns les autres par rapport aux risques terroristes, mais ouais, cette vigilance-là, elle doit se manifester pour tout.
Et sur ce risque-là, que ce soit l'inceste, la pédophilie, les agressions sexuelles de quelque nature que ce soit, qui ne concernent pas que les enfants, et cetera, on a une responsabilité parce que, voilà, si on n'intervient pas, voilà ce qui peut se passer. Donc voilà comment Exactement. j'ai compris, et ça n'engage encore une fois que moi, mais voilà comment j'ai compris ton positionnement et je voulais te le dire, on n'en a pas reparlé tous Merci. les 2, donc Merci. je le dis en live, mais voilà comment je te comprends et que j'accepte totalement ton positionnement par rapport à ça. Merci, ça fait du bien d'entendre ça. Aujourd'hui, j'écoute cette espèce d'instinct qui te parle et cette espèce d'instinct me dit: «Est-ce que tu supporterais cette épreuve?» Et je reste persuadée que cette nouvelle épreuve, si je me l'imposais, je ne la supporterais pas. Je ne passerais pas, cette épreuve-là et c'est quand même con, pardonne-moi l'expression, d'avoir réussi à arriver jusqu'ici, d'avoir dépassé tout ça et d'avoir positivé et d'être qui je suis aujourd'hui. C'est quand même con de me casser la gueule maintenant. Voilà, cette épreuve-là, je pense que ce sera l'épreuve de trop. On se rend pas compte, je dis qu'aujourd'hui, si tout était à refaire, je recommencerais tout, mais je suis quand même c'est comme si j'étais au bout sur un ravin. Je me balade quand même sur un fil, comme ça, avec tout ce qui m'arrive et il y a du vent et je vais à droite, je vais à gauche, je fonce, je suis extrêmement fort sur ce fil donc j'ai peur de rien et aucun obstacle ne me fait peur, mais je suis extrêmement fragile sur ce fil et la moindre bourrasque un petit peu violente pourrait complètement me foutre par terre. Je le sais, j'en ai conscience et celle-ci, je sais pertinemment que je n'en sortirai pas vivante. Alors je vais éviter de m'imposer ça et je vais essayer de survivre et de faire de la musique, principalement de la musique, de la musique, de la Alors la musique, musique. justement, parlons-en. Parce que Ouais. tu te bats en faisant de la musique et tu te bats pourquoi? Alors c'est le sujet que je voulais qu'on aborde parce qu'il est extrêmement important et c'est un combat aujourd'hui que tu mènes, de front avec énormément d'énergie et que tu mènes aussi grâce à la musique puisque, l'un des titres, que tu sors qui s'appelle «Casala» est Oui, une chanson qui est un duo, oui, qui a pour objet de dénoncer l'excision, de parler de l'excision. Aujourd'hui, il est dénombré, alors les statistiques étant bien évidemment toutes relatives, heu, oui. j'imagine qu'il y a beaucoup de cas qu'on ignore, il y aurait 60 000 femmes excisées en France. Tout à fait. Alors Casala, c'est donc une chanson que j'ai fait avec un artiste, congolais qui s'appelle Basile Ntsika, qui a une voix, magnifique. Cet artiste m'a contactée, toujours via les réseaux sociaux, car il aimait beaucoup mon univers et ma voix et il a voulu faire un duo avec moi. Moi, je suis aujourd'hui donc, comme tu le sais, sur, mes chansons, sur mon album, sur ma carrière depuis de nombreuses années. Je fais de la chanson française. Je me suis demandé: «Qu'est-ce que je peux faire avec cet artiste africain? Pourquoi je ferais un duo avec lui?» Tout doit avoir une raison en ce qui me concerne. Pour quelle raison je ferais un duo avec lui? J'ai décidé d'ouvrir les yeux sur, l'excision, sur cette chose qui m'est arrivée très jeune. J'avais 6 mois à l'époque. Aujourd'hui, je suis une femme réparée. Il y a un médecin qui s'appelle le docteur Foldes, qui a découvert il y a 9 ans comment réparer les femmes. Il s'est rendu compte, il coupe le capuchon, l'extrémité du clitoris, mais le clitoris est un organe qui ressemble à un iceberg qui est à l'intérieur de la femme, très long et que, le fait de couper le capuchon, le clitoris se protège, se rétracte et se colle sur le pubis. C'est la raison pour laquelle, une femme n'a plus de plaisir externe, en tout cas. Moi, j'ai été réparée, il y a, 6 ans de ça, par ce docteur Foldes et aujourd'hui, je suis une femme, heu, comme tout le monde. Je suis une femme qui n'a plus, parce que c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile toute ma vie. Quand j'ai découvert que j'ai été excisée, on m'a dit je lui ai demandé: «Qu'est-ce que c'est que l'excision?» On m'a dit: «Tu n'auras jamais plaisir de toute ta vie». Ce qui est faux, hein, parce que le clitoris, c'est, l'extérieur, l'intérieur, c'est le vagin. On peut avoir mais moi, je me suis construit sur ce qu'on venait de me dire. Hem, alors, je te laisse imaginer que, à cette époque-là, j'ai fait une dépression de 2 ans. Ça a été extrêmement difficile pour moi, de vivre. J'étais en pleine adolescence. Comment m'en sortir? Comment vivre avec ce que je viens d'apprendre? Et puis au bout de 2 ans, pour sortir de cette dépression, encore une fois, j'ai trouvé la solution qui a été: «Tu vas
extraire le sexe de ta vie. À partir de ce jour-là, j'ai décidé d'enlever le sexe de ma vie. C'est ce qui m'a permis de survivre encore à cette nouvelle épreuve. Et qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie? Le sport, la danse, la musique. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, en tout cas, comment j'ai survécu encore à cette nouvelle épreuve. Mais ce qui m'a fait avoir la possibilité d'en parler, c'est justement que j'ai été réparée. Aujourd'hui, je suis une femme comme tout le monde. Et du coup, je me suis dit, cette chanson, il y a 1 an à peu près de ça que j'ai décidé de la faire. Je me suis dit, je pense qu'il est temps d'en parler. Euh, et donc, j'ai été sur les réseaux sociaux, j'étais sur Internet, pardon, pour voir un petit peu ce qu'on disait de l'excision. On était en pleine période Covid. Et là, je me suis rendu compte que le taux d'excision en France, dans les appartements français, avait explosé en raison du Covid, vu que les gens ne peuvent pas partir dans leur pays. Ils l'ont fait chez eux. Ce sont des chiffres qui ne sont absolument pas relayés, qui ne sont absolument pas prouvés, qui sont... Voilà, mais ça existe. Je me suis donc rapprochée d'une association, qui est l'association du docteur Foldes, qui est une association qui aide les femmes, le docteur donc, qui m'a opéré, qui aide les femmes excisées, les femmes battues, voilà. Et ils m'ont donc demandé de participer à une réunion de femmes qui n'étaient pas encore réparées, pour leur faire part de, mon, de, mon, de ce que j'ai vécu, chose que j'ai faite. Pour t'expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti, je suis arrivée à cette réunion et mon regard a croisé toutes ces femmes. On était une quinzaine. Et là, ce que, j'ai compris ce qui se passait à une personne qui retrouvait sa famille. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de retrouver ma famille. J'ai eu exactement le même sentiment qu'une personne qui retrouvait sa mère au bout de 20 ans. Le regard de ces femmes, ce regard, je le connaissais. Cette extrême douleur, cette extrême violence, je l'ai reconnue. J'ai reconnu ces femmes, je me suis reconnue en ces femmes. Ça m'a fait autant de bien que de mal. Et j'ai décidé de refaire une chanson. Parce qu'en me renseignant un petit peu, je suis tombée sur un village, Kasala. C'est un village en Éthiopie, où des femmes ont décidé de monter un commando, ce commando de femmes qu'on appelle Kébélé, qui avait pour mission principale de délivrer les jeunes filles d'une pratique qui, voilà, encore 10 ans, semblait incontournable, une pratique enracinée, patriarcale, l'excision. Ces femmes ont décidé d'organiser des patrouilles dans toute l'Éthiopie pour venir en aide aux femmes maltraitées, aux femmes excisées. Et donc, lorsqu'une femme était sur le point de se faire exciser, non seulement elle mettait tout en œuvre pour protéger ses petites filles, pour ne pas que ça se passe, ces femmes ont décidé de parler à ces hommes, de parler à ces mères, de décider de leur dire ça suffit en fait. Il n'y a rien de positif à ces coutumes patriarcales. Il n'y a rien de bon là-dedans. Vous ne prenez pas une femme meilleure, vous prenez une femme amoindrie. Et donc voilà, ce village s'appelle Kasala et ces femmes ont monté ce commando où elles aident les femmes et les petites filles dans toute l'Éthiopie. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a une deuxième. En continuant à me renseigner, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un autre village au Kenya. Le village s'appelle Umoja, où une femme, bref, après avoir été violée, a été exilée, a été rejetée par sa famille, par son peuple, parce que là-bas, on est sale quand on a été violé. Donc, a été rejetée. En plus du viol, elle a été rejetée par sa famille, par son mari plus exactement, et elle s'est retrouvée dehors, sans rien, sans argent, avec ses petites filles. Elle est partie, elle a décidé de ne pas se laisser aller. Elle a été sur des terres arides où personne ne la mettrait dehors. Et elle a décidé de construire sa maison. Elle a décidé de se battre pour sa petite fille. Elle a décidé d'essayer de manger comme elle le pouvait. Et à partir de là, une autre femme est arrivée dans ce village-là parce elle a essayé, elle a sauvé, elle a voulu, elle a décidé de dire non à l'excision de sa petite fille. Donc, en pleine nuit, elle a pris sa petite fille et elle est partie. Et elle a entendu parler de cette première femme qui s'appelait Rebecca, qui a monté, qui a décidé de s'installer. Et elle a été rejointe, cette femme. Et une troisième femme est arrivée, une quatrième femme est arrivée. Et elles ont décidé de monter un village
Ce village donc s'appelle Umoja, il est au Kenya et c'est no man's land. Aujourd'hui, ces femmes sont au nombre de 400 femmes. Elles ont monté un vrai village, donc elles ont décidé ensuite de cultiver ces terres arides. Et puis, ça a été compliqué. Elles ont décidé donc de faire des bijoux. Et puis, à la finalité, elles ont décidé d'ouvrir leur village aux touristes. L'État l'a vu, les a aidés à ouvrir leur village à des sites touristiques et d'aider dans ce sens-là. Et là, encore une fois, j'insiste et j'ai envie d'en parler, les hommes n'ont pas supporté que ces femmes s'en sortent, que ces femmes décident d'y arriver sans elles, que ces femmes décident de pouvoir, de dire non à l'excision. Et par haine, par rage, ils ont décidé d'aller sur la route de ces touristes, frapper les femmes de ce village pour que les touristes se disent « Oula, ça craint, il ne faut pas y aller ». Ils ont tout fait pour entraver ce que ces femmes ont décidé de faire. Ça n'a pas fonctionné. Ces femmes ont aujourd'hui réussi à acheter ces terres avec l'argent du tourisme. Elles sont très heureuses. Voilà comment est née cette chanson. Merci pour toutes ces précisions. Il y a dans le descriptif de l'épisode le lien YouTube vers le clip. Super. Pour que ceux qui nous écoutent puissent retrouver, écouter cette chanson. Alors, bon, moi, si ça tenait qu'à moi, on se parlerait pendant des heures. Malheureusement, il faut qu'on conclue. La tradition, c'est effectivement mon fameux tableau qui représente une vie de 80 ans. Chaque ligne représente une année, chaque colonne une semaine, et donc c'est une représentation imparfaite, mais c'est une représentation d'une vie. Et je demande toujours à mes invités ce que ce tableau leur inspire. C'est une représentation d'une vie dans ce qu'elle peut paraître de riche et à la fois de limité. Qu'est-ce que le tableau t'inspire ? Alors, avec ton discours, avec ce que tu viens de me dire, parce que très honnêtement, la première fois que je l'ai vu, il n'a absolument rien inspiré. Mais là, il m'inspire. C'est ça qui m'intéresse. Je suis très honnête. Oui, non, mais c'est ça qui est génial. Parce que d'un autre côté, si tu réagis par rapport à ce que je te dis, c'est que déjà, je t'ai influencé. Donc, tu peux t'arrêter là. Moi, ça me va très bien. Si mon tableau ne t'a absolument pas inspiré quand tu l'as vu. Non, il ne m'a absolument pas inspiré. Mais là, avec ce que tu me dis et en le regardant, ce qui m'inspire, c'est que une case, ce qui est absolument rien. Une case représente une semaine. Il y en a des milliers, et que voilà, la vie. Là, on n'est qu'au milieu. La vie est grande, la vie est vaste. La vie ne fait que commencer. Et pour moi, je suis au début de ma vie, parce que enfin, pour une fois, pour la première fois de ma vie, je suis heureuse. Je me répare, je suis sur la fin d'une réparation. C'est comme une espèce de voiture qui est toute neuve, avec plein de pièces, plein de nouvelles pièces. Et quand je vois ce tableau, j'ai envie de me dire qu'il y a toutes ces cases à vivre, et que le meilleur reste à venir. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci à toi. Et pour conclure, je vais reciter cette phrase de Sénèque que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu l'occasion de dire sur ce podcast, que je trouve très adapté en ce qui te concerne. Enfin, tu me diras si c'est le cas. Cette phrase qui dit « Le malheur que l'on croit insurmontable n'est jamais de taille à ruiner toute possibilité de bonheur. » C'est parfait. Pour conclure, je trouve ça parfait. Et je pense que j'en ai une très belle illustration. Et merci beaucoup pour ton témoignage, pour ta transparence, pour ta spontanéité, pour ta sincérité. Et j'espère vraiment que les gens qui nous écoutent vont partager ton témoignage, notamment sur le sujet de l'excision, parce que ça permet d'informer que non, ça ne se passe pas qu'ailleurs, d'une part, et puis d'autre part, non, c'est pas irréversible. Exactement. Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ignorent, beaucoup de gens qui l'ignorent, et c'est important de faire circuler l'info. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent de faire passer l'info, de partager pour essayer de faire évoluer les choses. C'est une parfaite conclusion. Merci, Ravi. Merci, Nicolas. Les femmes de Kazala parcourent l'Afrique pour se faire entendre. Souvent sous les offenses, lutter contre les pratiques de mutilation enracinée, de l'excision répétée.
bazwaki po mwana na yo batuna te avi na yo fatu basala yo na makasi excision eza mabe eboma banana biso soki tozala mitema ya bato Afrika totika bizaleli wana Kazala, si seulement le monde était comme Kazala. Kazala, Kazala, les jeunes filles grandiraient sur cet horrible rendez-vous. Si c'est Dieu qui a créé la femme, telle qu'elle est, telle qu'elle, de quel droit voulez-vous faire mieux que celui qui a dit, et vous bénissez son nom, que celui qui a dit que cela était bon. Je n'oublie pas à quel point j'ai souffert, je ne leur en veux pas, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais je pense à ces femmes qui ont su dire non. Elles sont les pionnières, elles sont les premières. France aussi, oui, même en France, on circoncit l'innocence. Même près de chez vous, on ne protège pas l'enfance. On ne protège pas l'enfance. Kazala,